Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Première séance de la deuxième session ordinaire hier à l'Assemblée nationale. Clôture donc hier également de la 58e réunion du comité directeur de l'AFROSAI. Et dans l'actualité internationale au Mali, plusieurs personnes tuées dans l'explosion d'Anonjan. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier à la signature du décret portant promulgation de la loi adoptée à l'Assemblée nationale hier. La présente loi donc vise à qualifier d'organisation terroriste le mouvement Frud Armé. L'adhésion, le soutien, la participation et ou la contribution directement ou indirectement aux activités du groupe terroriste dénommé Frud Armé sont passibles des sanctions pénales prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale de lutte contre le terrorisme en vigueur. La présente loi est entrée en vigueur donc à compter de sa promulgation et publiée selon la procédure d'urgence dans le journal officiel de la République de Djibouti. Et revenons donc sur l'adoption hier de cette loi à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, avait présidé donc la première séance de la deuxième session ordinaire en présence du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, de l'ensemble des députés et des membres du gouvernement. La représentation nationale se réunissait donc pour l'examen en procédure d'urgence du projet de loi portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste. Ce texte a été transmis en procédure d'urgence au bureau de l'Assemblée après son approbation mardi dernier au Conseil des ministres. En introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Allah de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Il a par la suite convié l'auditoire à se recueillir et d'observer une minute de silence et de reciter la Fatiha pour nos soldats tombés dans le cadre de leur mission à Garabtissan et à Baladweyne en Somalie. Après la présentation d'un rapport verbal, le Premier ministre a déclaré le rejet et la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement marquée par l'impact attendu de la loi 170, afficher la solidarité avec l'armée nationale et exprimer ses condoléances aux victimes. Le président Ahmed, au terme de l'adoption de la loi portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidarité, de mobilisation de l'ensemble des parlementaires aux victimes, à l'armée nationale et à la nation. Et en introduction de la plénière, le président Mohamed Ali Ahmed a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié le tout miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel. Écoutons le président de l'Assemblée nationale. Je vous souhaite la bienvenue pour la tenue de notre première séance de la deuxième session ordinaire en ce jour du jeudi 13 octobre 2022. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une séance spéciale qui a pour objectif l'examen du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste qui a été transmis en procédure d'urgence hier après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. L'attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 octobre dernier a endeuillé nos forces armées à Garabtissan. Je réitère au nom de la représentation nationale nos sincères condoléances à l'endroit des familles des victimes et prie Allah de recevoir dans son paradis éternel nos shuhada et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. La représentation nationale réaffirme par la même occasion l'importance de la mobilisation et le soutien unanime de la nation à l'égard de l'armée nationale. Le Premier ministre Et dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a déclaré le rejet de la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement, marqué donc l'impact attendu de la loi 170, affiché la solidarité avec l'armée nationale et exprimé ses condoléances à l'endroit des victimes.
Le terrorisme a frappé notre pays. Il a frappé lâchement dans un attentat organisé et froidement exécuté. Il a emporté 7 de nos braves soldats morts au service de la nation. En cet instant si grave, si solennel et si douloureux, je veux exprimer au nom de la nation ma compassion, mon affection, ma sollicitude aux familles et aux proches endeuillés. La République est et sera pour toujours à leur côté. Mes pensées vont également aux blessés et à ceux qui sont portés disparus, ainsi qu'à leurs proches. Mesdames et messieurs les députés, notre pays a, depuis son accession à l'indépendance, traversé des moments difficiles. Nous avons connu des crises économiques, sociales et politiques. Nous en sommes toujours sortis plus forts et plus outillés pour faire face aux nouveaux défis. Ces crises nous ont parfois conduits au pire, c'est-à-dire à la confrontation armée. Les marchands des malheurs de tous bords ont cherché à mettre de l'huile sur le feu afin d'attiser la haine et le discorde entre nous. Face à cette situation qui était inédite, nous sommes restés lucides et fait appel à nos traditions et valeurs ancestrales des règlements de conflits. Un mode de règlement qui a porté nos fruits et a donné naissance aux accords entre le gouvernement et la rébellion des Frudes à plusieurs reprises, et notamment l'accord d'Abraham. Dans la foulée, notre peuple, par référendum, a approuvé une constitution qui garantit à chacune et à chacun les libertés, les droits fondamentaux, notamment le droit de fonder des partis politiques qui ont, si le peuple leur fait confiance, à la possibilité de gouverner, de gérer les affaires publiques. Une frange jusqu'à-boutiste, usurpant le titre de Frude, a rejeté la paix et les avancées démocratiques. Ces éléments appuyés et organisés de l'extérieur se sont au fil des années transformés en bandes criminelles et terroristes qui cherchent à détruire les institutions étatiques et républicaines. Ils cherchent à instaurer le chaos, un terreau où prospèrent les groupes terroristes. C'est pourquoi le gouvernement, suivant les instructions du président de la République, a souhaité apporter une première réponse aux défis de la lutte antiterroriste dans un état de droit à travers la soumission à la représentation nationale d'un projet de loi désignant le Frude armé comme une organisation terroriste. Et poursuivant son discours, le Premier ministre est revenu par la suite sur la question qui était à l'ordre du jour de cette importante séance, notamment le projet de loi numéro 170 de la 8e législature. Réécoutons le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite en tant que représentant du peuple djiboutien à voter ce projet de loi en procédure d'urgence pour répondre à l'émotion suscitée par ces attaques terroristes auprès de la nation. Les Djiboutiens attendent ce message fort de leurs représentants. La désignation du Frude armé comme une organisation terroriste est une réponse immédiate et efficace pour lutter contre ces groupes terroristes
de désorganiser la filière sur le territoire national, traquer les individus membres et les empêcher de passer à l'acte. Mesdames et Messieurs les députés, ce projet s'inscrit pleinement dans notre état de droit, puisque l'Assemblée nationale contrôlera toutes les mesures en œuvre à cet égard dans les délais et formes prévus par la Constitution. Ce texte tire également toute sa force de la résolution numéro 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 novembre 2001, qui déclare en son considérant 5 que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires au but, aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement de l'organisation d'actes de terroristes ou à l'incitation de tels actes en connaissance des causes sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies. La désignation du FRUD armé comme organisation terroriste va permettre à notre pays de solliciter nos partenaires régionaux et internationaux, de s'abstenir d'apporter quelque forme que ce soit, actif ou passif, à ces groupes terroristes ou à ses membres. Ne pas donner refuge à ceux qui financent, organisent ou appuient ces groupes ou en recèlent les membres. Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme comme ceux de vendredi dernier n'utilisent pas leur territoire. Empêcher le mouvement des membres, le mouvement de ces membres en instituant des contrôles efficaces aux frontières. Le projet de loi portant désignation du FRUD armé comme groupe terroriste, soumis aujourd'hui à votre vote, va s'accompagner dans les prochaines semaines d'une stratégie globale de lutte contre ces groupes armés, de sécurisation de tous les recoins du territoire national et la mise à disposition de nos forces armées d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper davantage, mais aussi pour recruter et former du personnel. Le gouvernement étoffera également le cadre juridique de prévention et de répression du terrorisme qui instituera une liste de groupes terroristes et criminels et définira des critères objectifs ainsi qu'une procédure pour l'inspection de ces groupes sur la dite liste. Mesdames et Messieurs les députés, je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel solennel et urgent à la communauté des nations afin de nous soutenir et traquer avec nous ces criminels qui terrorisent nos concitoyens et tuent les vaillants hommes et femmes qui assurent jour et nuit notre sécurité et la sécurité de ceux qui vivent avec nous. Et le président de l'Assemblée nationale, au terme de l'adoption unanime de la loi numéro 170 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidarité et de mobilisation de l'ensemble des parlementaires aux victimes, à l'armée nationale ainsi qu'à la nation. On l'écoute. Le projet de loi numéro 170 de l'année 2022 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste est adopté en unanimité. Merci. Dans l'actualité également, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la partie chinoise avait noté pertinent le reportage et la partie chinoise est choquée et condamne cet événement d'attaque et exprime les profondes condoléances aux familles et aux victimes de cette attaque. La partie chinoise soutient fermement les efforts du gouvernement et du peuple djiboutien pour maintenir la paix et la stabilité nationale.
En nouvelle nationale, accomplir la mission fixée, même dans un contexte où règne pression, fatigue et incertitude, demande à un équipage des compétences et des qualités donc physiques et mentales solides pour répondre à la montée en puissance des menaces. La préparation des aviateurs et des marins au combat a évolué. C'est ce qu'a voulu démontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, lors de 2 exercices aériens et maritimes organisés aujourd'hui. Dès les premières lueurs du jour, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général de la défense se sont tous deux rendus au hangar sud de l'armée de l'air djiboutienne, où ils ont été accueillis par le commandant de l'armée de l'air, le colonel Waïs Wahib Moussa Khalilé, son adjoint, ainsi que l'ensemble des personnels et moyens mis en alerte maximale depuis le 6 octobre 2022. Et pour sa deuxième année, la deuxième fois consécutive, le général a passé en revue l'ensemble du dispositif composé des unités d'infanterie de l'air, du personnel aviateur et mécanicien et a inspecté les aéronefs dans une ambiance très dynamique. À cet effet, sur directive du chef d'état-major général des armées, l'armée de l'air a organisé un scénario structuré permettant aux aviateurs de la force aérienne d'améliorer leurs compétences et de tester les nouvelles tactiques au moyen de leurs appareils anciens et nouveaux. En s'exerçant dans les mêmes conditions, l'armée de l'air djiboutienne se prépare pour la recherche et la riposte aérienne de l'ennemi qui s'est établi à la frontière ouest du pays.
Après l'armée de l'air, direction la marine nationale, où le général Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef d'état-major de la défense ont été reçus à l'escale marine avec les honneurs militaires par le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Dahir Jama, et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogourri. Lors de cet exercice, près de l'ensemble des moyens navals de la Marine nationale et des gardes-côtes ont été réunis en vue de préparer et entraîner les marins des eaux djiboutiennes, mais aussi de renforcer les capacités opérationnelles et l'interopérabilité entre les moyens navals de la garde-côte et de la Marine nationale. Ce type d'activité d'entraînement rentre dans le cadre de renforcement du dispositif terre-air-mer de la République de Djibouti. La Marine nationale et la garde-côte djiboutiennes sont loin d'être épargnées par l'alerte nationale, comme le prouve cet exercice. Ces manœuvres aériennes et maritimes marquent les premiers pas de l'armée djiboutienne dans sa lutte contre le terrorisme qui vise à déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques et humaines de notre pays. L'armée djiboutienne entend bien employer toutes ses ressources pour maintenir un climat de paix et de sécurité à Djibouti, en particulier dans les régions de l'Ouest, actuellement très tourmentées par le groupe Fruit d'Armée qui vise à instaurer un climat de terreur dans ce secteur. Dans l'actualité également, la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, plus connue sous son nom d'Afrosaï, s'est clôturée hier au Djibouti Palace Kempinski, rappelant que cette réunion de 3 jours avait débuté le 11 octobre dernier et s'est déroulée sous le haut patronage du ministre de la Justice. Sur les 56 pays membres de l'organisation, 25 pays avec plus de 100 délégués, dont les 12 membres permanents du comité directeur, étaient présents à cette réunion pour débattre et mettre en place les mécanismes nécessaires à la transparence et à la bonne gestion des finances publiques. Et créée en 1976 à Yaoundé au Cameroun, l'Afrosaï donc est chargée de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains membres à travers la mise en place des mécanismes réglementaires. Djibouti est membre de l'Afrosaï depuis 2001 et a donc intégré en 2005 l'une des 2 commissions techniques. Écoutons pour plus de précisions le discours de clôture de ces assises du président de l'Afrosaï, Mamadou Faye. Tout comme le comité de rédaction de la revue de vérification intégré a présenté son plan de travail. Tous ces documents ont été adoptés par le comité directeur. Chers collègues, le déroulement de nos travaux nous a permis d'avoir des échanges ouverts et intéressants qui ont abouti à un constat partagé par nous tous,
à savoir que nous sommes tous décidés à rendre performante l'Afrosaï. Et pour ce faire, nous devons voir non seulement s'appliquer toutes les décisions prises durant nos travaux, mais aussi s'exécuter à un taux appréciable et dans des délais raisonnables le plan stratégique de développement de l'Afrosaï. Chers participants, c'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs et déclare close la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Je vous remercie. Et à l'issue de cette cérémonie, notre équipe a également recueilli les impressions donc, de la ministre d'État du Cameroun, également secrétaire générale de l'Afrosaï. Le bilan a été très très positif. Nous rentrons d'ici avec une satisfaction immense d'avoir atteint le but, l'objectif de notre réunion. Et nous sommes très fiers de cela. Oui, peut-être il faut d'abord dire que nous avons 2 commissions techniques et ces 2 commissions techniques sont nos organes spécialisés. Et vous avez vous-même vu que ces commissions techniques ont beaucoup travaillé et ils ont retenu des plans d'action et d'activité pour l'année 2022-2023, qui est juste une année dans notre plan stratégique qui comporte 2022, 2023, 2024 jusqu'à 2027. Mais eux, ils ont priorisé les activités et les actions qui seront menées ces 2022-2023. Il y a 2 commissions que, comme je vous ai précisé, il y a la commission pour le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des techniques et des ISC. Et ils ont eu les plans d'action qu'ils ont présentés chez nous ici. Par exemple, de mettre en œuvre des mécanismes pour l'accroissement de l'indépendance des ISC et d'accompagner les ISC dans plusieurs d'autres domaines qui vont renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, en partenariat avec l'AIMF et financée par l'Union européenne, a abrité un atelier de capitalisation sur les bonnes pratiques d'accompagnement de la société civile djiboutienne au Palais du Peuple. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne. Afin d'adopter sa démarche d'accompagnement de la société civile au contexte local, le projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local a organisé une mission de présentation des lignes directrices de l'appel à proposition en direction des organisations de la société civile, des membres des 5 comités de coordination de développement régional et des membres des bureaux de 3 communes de la ville de Djibouti du 7 au 22 septembre dernier. À la suite de cette tournée régionale, une réunion de capitalisation des expériences est organisée en vue d'échanger, de partager la synthèse et les observations avec les différents acteurs afin d'identifier les savoirs et savoir-faire et savoir-être qui ont permis de réaliser ces actions. En matière de développement inclusif et durable. L'événement de ce jour marque également une étape importante dans la coordination entre les PTF et les autorités djiboutiennes, avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration pour favoriser les synergies et complémentarités de nos objectifs et actions en ligne avec la vision 2035. Ainsi, le but de ce projet mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, vise à renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du président de l'ANCLD. Aujourd'hui, je pense que c'est la journée de la capitalisation de ce projet auquel tout le monde a participé durant les différents
tournées qui ont été faites dans les régions, dans les communes et au niveau de la mairie aussi. Et surtout, parlant de Tadjoura, l'échange que j'ai eu avec cette comité qui est venu nous rendre visite, c'est surtout cet engouement de la population, je dirais, société civile, et qui commence à changer un peu de mentalité et aller vraiment sur des projets concrets. Et ça, c'était un point qui était vraiment manquant chez nous. Et je dis ça parce que je veux souligner que tous ces démarches, que ce soit avec Adil, Pisca ou ADDS, Kezen, et tous ces tournées qui se font actuellement font aussi changer la mentalité de nos sociétés civiles qui auparavant ne voyaient pas cette action, cette contribution vraiment au niveau de leur région. Actualité internationale à présent, au moins 11 personnes ont été tuées après l'explosion d'un engin en passage de leur bus sur la route entre Badiagara et Gundaka dans le secteur de Mopti dans le centre du Mali. Selon des sources hospitalières, l'explosion a fait aussi 53 blessés. Le centre du Mali est un des foyers des violences de l'activité djihadiste qui se sont partagées et propagées à partir du nord en 2012 et qui ont gagné le Burkina Faso et le Niger voisin. Et selon un rapport de la mission des Nations Unies au Mali, au 31 août, les mines et les engins explosifs improvisés avaient fait 72 morts dans le pays. Et enfin, l'agence européenne Frontex aurait-elle fermé les yeux face à des refoulements de migrants dans les eaux grecques? C'est ce qui ressort d'un rapport confidentiel de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, rendu public par la plateforme Fragdenstat, basée en Allemagne, en collaboration avec le Lighthouse Report de Pays-Bas. Selon l'OLAF, des cadres de l'agence chargée des frontières extérieures de l'Union européenne ont commis des fautes graves en ne signalant pas des refoulements de migrants de la part des gardes-côtes et des gardes-frontières grecs. Ce rapport indique que dans un cas, l'avion de l'agence de l'Union européenne s'est volontairement éloigné d'une zone en mer Égée pour ne pas être témoin d'un incident en cours. Le rapport pointe par ailleurs une multitude de manquements face à l'arrivée de bateaux de fortune, souvent en provenance de Turquie. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.